Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du Conseil, Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Excellence Monsieur le Ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués membres du Conseil, je vous remercie de l'opportunité qui m'est donnée de présenter le rapport du secrétaire général en faisant le point de la situation qui prévaut dans la région des Grands Lacs. En préparation de cette communication, j'ai mené une tournée régionale qui m'a conduit tour à tour en Angola, en République démocratique du Congo, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda. J'ai eu ainsi l'honneur de m'entretenir avec les chefs d'État ou les ministres de ces pays, ainsi qu'avec certains membres de la communauté diplomatique et de la société civile, notamment les femmes congolaises, auxquelles je rends hommage pour leur engagement défectible en faveur de la paix, malgré les conditions difficiles qu'elles traversent. Outre les éléments que je porterai à l'attention du Conseil de sécurité en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général, je souhaiterais également aujourd'hui, Monsieur le Président, transmettre quelques messages des acteurs de la région en gardant à l'esprit, bien entendu, cette question qui nous préoccupe tous. Comment capitaliser sur les différentes initiatives de paix en cours et parvenir, in fine, à une paix durable dans l'est de la République du Congo, dans la République démocratique du Congo, épicentre de la crise profonde qui perdure depuis une trentaine d'années. Monsieur le Président, le 27 mars dernier, ma collègue Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, vous a présenté ici un tableau exhaustif de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Je ne reviendrai donc pas dessus, si ce n'est pour rappeler ce constat sans appel. Malgré les injonctions du Conseil de sécurité, des organisations régionales et sous-régionales africaines, de l'Union européenne, malgré aussi les mesures restrictives et les sanctions prises, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 n'a cessé de poursuivre son expansion territoriale avec un soutien extérieur. En dépit des déclarations d'intention, le cessez-le-feu n'est donc toujours pas effectif et les violations du droit international et des droits de l'homme persistent et la crise humanitaire ne cesse de s'aggraver tant en RDC que dans certains pays voisins, notamment au Burundi, en Ouganda et au Rwanda, et qui ont vu une augmentation du nombre de nouveaux arrivants de la RDC. Cette sombre réalité nous oblige et devrait nous inviter à redoubler d'efforts pour voir comment, collectivement, nous pouvons transformer les récentes avancées politiques et diplomatiques en un mouvement irréversible vers la paix. À cet égard, le premier message d'espoir que nous pouvons retenir, c'est que les développements récents autour des processus de paix dits de Nairobi et de Luanda, les efforts de l'Union africaine ainsi que l'initiative conjointe de la Communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, ont tracé des sillons importants et donné une impulsion nouvelle aux efforts de résolution de la crise. Il faut les reconnaître, les encourager et les soutenir malgré les défis qui subsistent. En effet, l'adoption par les chefs d'État de la CAE et de la SADC lors du dernier sommet conjoint du 24 mars d'une feuille de route détaillant des mesures immédiates
à moyen terme et à long terme, la désignation d'un collège de facilitateurs, parmi lesquels 2 distinguées femmes du continent, constitue une avancée. Je tiens à rendre hommage au président João Lourenço, président de l'Union africaine, pour le travail immense accompli dans le cadre du processus de Luanda, dont les acquis doivent être préservés. Je pense en particulier à l'accord sur un concept d'opération CONOPS pour la neutralisation des forces de libération du Rwanda FDLR et la levée des mesures défensives du Rwanda qui, s'il est appliqué intégralement, contribuera grandement à la résolution des tensions entre la RDC et le Rwanda. Je tiens également à saluer la désignation du président Faure Gnassingbé de la République du Togo en tant que médiateur de l'Union africaine pour la résolution de la crise entre la RDC et le Rwanda. Dans le même esprit, je me félicite de la dynamique créée par l'initiative de Doha. Je salue la rencontre initiée le 18 mars à Doha par l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, entre le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame, ainsi que les consultations diverses de la facilitation qatari qui ont suivi avec les délégations de la RDC, du Rwanda et de l'AFC M23. Ces démarches marquent une étape cruciale dans les efforts visant à un cessez-le-feu sur le terrain et à la désescalade des tensions entre la RDC et le Rwanda. Par ailleurs, la reprise des échanges entre les services de sécurité du Burundi et du Rwanda pourrait contribuer à une désescalade des tensions entre ces 2 pays. Tous ces efforts montrent que la paix est encore possible. C'est pourquoi, et c'est là mon deuxième message, il est important que les parties fassent preuve de bonne volonté et soient disposées à faire des compromis lors des négociations pour une résolution durable du conflit en cours dans l'est de la RDC. Dans ce contexte, la nouvelle disposition affichée par le gouvernement congolais à engager un dialogue direct avec le M23 constitue une étape importante vers une sortie de crise. Face à la gravité de la crise, obtenir un cessez-le-feu immédiat et sans condition et s'accorder sur la réouverture des couloirs humanitaires devrait, à mon sens, constituer la question primordiale à l'ordre du jour des discussions entre toutes les parties concernées, y compris les femmes et les jeunes que nous souhaitons voir compter parmi les parties au dialogue. Les négociations politiques devraient se traduire rapidement par une transformation favorable des réalités sur le terrain, tant attendue par les populations, en particulier par les femmes de Goma, de Bukavu, de Beni et d'ailleurs, que j'ai eu l'honneur de consulter, qui veulent que les armes se taisent et que l'aide humanitaire leur parvienne sans entrave. À cet égard, nous espérons que les consultations du 28 mars entre les hauts responsables militaires de la SADC et de l'AFC M23 déboucheront sur la réouverture rapide de l'aéroport de Goma. Monsieur le Président, selon certaines autorités de la région avec qui je me suis entretenu et dans la droite ligne du communiqué de Doha du 18 mars, l'initiative de Doha vise à un renforcement de la confiance en appui aux initiatives africaines en cours. Il faut s'en féliciter. Si tous les efforts contribuant au règlement de la crise sont les bienvenus, il est important que ceux-ci s'alignent sur les efforts
de la région. Mon troisième message vise aussi à rappeler l'importance d'une bonne articulation, coordination et cohérence entre les initiatives louables lancées à l'extérieur du continent et les processus de paix régionaux. En effet, une telle approche permettrait de s'appuyer sur les avantages comparatifs de chacun et les acquis déjà engrangés afin de créer une dynamique de complémentarité et d'unité de vision, mais aussi pour parvenir de façon séquencée et structurée à un accord de paix solide et incontesté. Une telle approche permettrait aussi aux acteurs de la communauté internationale qui le souhaitent de mieux planifier leur appui aux efforts de paix et à la mise en œuvre des décisions qui en découleront. Distingués membres du Conseil, les efforts de paix resteront vains sans une volonté politique réelle de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité chronique dans la région. Ce que nous avons observé à ce jour, c'est une compétition d'ambition politique et de sécurité ouvertement proclamée le long des zones d'intérêt stratégique, entretenues par l'existence de multiples groupes armés, l'exploitation illégale des ressources naturelles, mais aussi l'absence de l'autorité de l'État dans ces zones. Il s'agit là inexorablement d'une déviation de l'esprit et de la lettre de l'accord-cadre d'Addis-Abeba. Je saisis donc cette opportunité pour réitérer mon appel à l'ensemble des pays signataires de respecter les engagements pris au titre de l'accord-cadre d'Addis-Abeba, dont le processus de revitalisation devrait se poursuivre sans relâche. Je souhaite, à cet égard, remercier le président Yoweri Museveni de l'Ouganda, qui s'est engagé à accueillir le 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord-cadre en mai prochain. J'invite le Conseil de sécurité, à travers ses délibérations aujourd'hui, mais aussi ses canaux diplomatiques habituels, à user de toute son influence et des leviers à sa disposition pour réitérer son soutien au processus de paix en cours et pour exhorter les acteurs de la région à travailler en toute sincérité en vue d'une résolution définitive et durable de la crise. Privilégier à la fois le respect du droit international, mais aussi le dialogue et le compromis devraient constituer une obligation pour toutes les parties, car la vie des populations civiles en dépend plus que jamais. Pour ma part, mon bureau, en collaboration avec les acteurs régionaux et internationaux et les entités des Nations Unies impliquées dans le cadre du plan d'action de la stratégie des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, mise à jour récemment pour la période 2025-2027, continuera à soutenir les processus de paix régionaux, les initiatives de coopération économique, sécuritaire et judiciaire entre pays de la région et à promouvoir, bien entendu, une gestion transparente et inclusive des ressources naturelles qui reste l'un des leviers pour résoudre de façon durable cette crise qui n'a que trop duré. Je vous remercie.